Petit tour de table. Marc Palazon, président de Smile. Laurence Lafont, directeur général adjoint d'opération chez Microsoft. Bonsoir à tous les deux. Mathieu, que je ne présente plus. Et Mehdi Ouaz, PDG de Talent. Bonsoir. Mehdi, merci d'être avec nous. Alors, on va parler de cette nouvelle génération. Est-ce qu'elle va effacer la précédente ? Je crois que voilà, on sait bien que on le voit depuis le temps qu'on voit ces histoires informatiques, ceux qui doivent disparaître, ceux qui doivent absorber les autres. On a toujours eu des surprises avec de nouveaux acteurs. Ma première question, Marc, on va démarrer côté client. Après, on verra l'évolution de métier, mais côté client, transformation digitale, ça veut dire l'accélération. Enfin, on vit tout ça depuis, on va dire, depuis 4 ans, ça s'est vraiment concrétisé. L'apparition de ce poste de Chief Digital Officer. Qu'est-ce que ça change pour une société comme Smile aujourd'hui ? Bonsoir à toutes et à tous. C'est pas que pour Smile, je pense en fait que un des points fondamentaux depuis quelques années, c'est la compréhension par les métiers, et on l'a entendu juste en introduction tout à l'heure, que l'IT, la techno, était un élément important de leur business. Et le deuxième point, c'est que la technologie est de plus en plus accessible. En Smile, nous, on est spécialisé dans les technologies open source, elle est par nature accessible, mais au-delà de la partie open source, le fait que ce soit des technologies en SaaS, accessibles, que ce soit des services plus que des technologies, fait que le métier peut s'approprier ces technologies, peut l'essayer à tout moment, et pouvoir identifier comment il va pouvoir faire du business avec ces technos. Et donc, chez les clients, pour répondre à la question, on avait avant ce qu'on appelait les gens du métier, de la communication, ou dans un vertical chez un client, voilà, un métier, et puis de l'autre côté, la partie DSI. Mais aujourd'hui, la partie métier, elle a accès à la technologie. Elle peut l'utiliser, et donc, elle a besoin de la comprendre pour l'utiliser au mieux et pour transformer ses modèles. Et donc, c'est ce mouvement-là qui est initié depuis quelques années, et qui a fait justement, pour moi, l'apparition du CDO, c'est une espèce d'hybride entre le métier historique et le DSI. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais avec la CDO d'une société du CAC 40. Elle me parlait de DevOps, de mise en prod. C'est des choses que jamais on n'aurait entendues il y a 5 ou 10 ans. Et donc ça démontre que le métier s'est approprié les technologies et vont en faire le meilleur usage. Et donc pour les sociétés telles que la nôtre et pour toutes les ESN, ça nécessite d'être à la fois sachant sur les technologies, ce qu'on a toujours été, je pense, les ESN, mais en plus très proche du métier pour lui permettre d'accéder à ces technologies au mieux et de valoriser au mieux la valeur ajoutée de sa société. Laurence Lafont avec Microsoft, voilà son transformation de ses clients, ça veut dire qu'il faut parler à la fois techno, il faut parler métier, il faut parler usage, il faut parler processus. On parlera des compétences tout à l'heure, parce qu'il faut trouver les bonnes personnes aussi pour parler de tout ça. Comment vous le voyez aujourd'hui chez Microsoft ? Bonsoir à tous et à toutes. Pas beaucoup à toutes, mais je suis ravie déjà d'être là. Un petit peu plus. Ça progresse. Oui, on voit bien évidemment une évolution importante des interlocuteurs. Enfin, alors, nous, on se transforme aussi, hein, donc c'est vrai que c'est amusant d'être ici en étant considérés comme les disrupteurs des ESN, alors que voilà, on est quand même un acteur qui date d'une quarantaine d'années, et nous aussi, on vit notre transformation parce que le marché évolue, parce que le cloud amène une vraie accélération dans l'accessibilité effectivement aux innovations et aux technologies pour nos clients. Et oui, les directions métiers sont de plus en plus présentes, donc on doit adresser bien évidemment ces nouveaux interlocuteurs, sans pour autant oublier les anciens. C'est-à-dire qu'il y a eu une période, il y a quelques années, où on s'est dit, allez hop, il y a du SaaS, il y a des services disponibles, et donc on va adresser les métiers directement. N'oublions pas quand même que les DSI ont un rôle extrêmement important à jouer au sein des organisations pour s'assurer d'une cohérence de stratégie, de vision. Ils connaissent les processus et tout ça. Absolument. Voilà, et puis la transformation, elle nécessite aussi un cadre bien cerné sur la sécurité des données, sur la sécurité des usages, etc., qui sont quand même aujourd'hui encore très fortement portés par les DSI. Donc on a une palette d'interlocuteurs extrêmement large qu'il faut adresser avec, encore une fois, une offre de services là aussi très large, parce que on va parfois répondre avec des applications toutes prêtes en SaaS. Parfois, il va falloir construire et co-innover avec nos clients, avec nos partenaires. On y reviendra très certainement pour développer une offre qui réponde à un besoin bien spécifique d'un métier ou d'une volonté d'une entreprise de créer une nouvelle offre de service, par exemple, ce qu'on a fait avec Renault dans les véhicules connectés, ça n'existait pas, il a fallu l'inventer. Ce qu'on fait avec Publicis pour créer Cosmos, on en reparlera peut-être, et effectivement une offre from scratch pour adresser un besoin différemment du marché des directions marketing des grands groupes. Donc
il y a une palette très large d'interlocuteurs, il y a une palette très large de solutions et on n'est pas dans le nouveau monde ou dans l'ancien monde, on n'est pas dans les... voilà, il faut s'adapter, il faut être agile et avec, encore une fois, des cycles aujourd'hui de développement et d'innovation qui sont très très différents de ce qu'on a connu dans le passé. Moi personnellement, j'ai plus du tout d'interlocuteurs chez nos clients, que ce soit côté IT ou côté métier, qui se lancent dans des projets dits tunnels ou des projets de plusieurs années en se disant... On lance un cahier des charges, on fait un projet, et puis on verra dans 3 ans si on arrive au bout. C'est fini ça, enfin en tout cas, on est beaucoup plus aujourd'hui dans des cycles très courts. Il faut se méfier si on nous le propose. Non, c'est ça? En tout cas, je pense qu'il faut effectivement aller dans de l'agilité et être extrêmement réactif et en capacité de pouvoir s'adapter, ce qui n'enlève rien au rôle et à l'importance bien sûr qu'ont les acteurs et les ESN aujourd'hui pour accompagner les entreprises dans ces nouveaux cycles de développement. Mehdi, PDG de Talent, 30 ans que vous accompagnez les entreprises dans leur transformation. Alors là, c'est peut-être une transformation qui s'accélère un peu aujourd'hui. Comment on réussit justement à conserver le bon rythme là, avec cette transformation numérique, voilà, avancer au rythme de ses clients qui sont un peu hésitants aussi. Donc, et puis, je crois que côté fournisseur, on avance aussi chacun avance en incrémental un peu. Comment ça se passe pour vous? Globalement, ça se passe bien. Oui. D'où notre métier, comme vous l'avez dit depuis une trentaine d'années, c'est d'accompagner la transformation de nos clients. Et on utilise le levier technologique pour accélérer cette transformation. Donc, ce qu'on observe aujourd'hui depuis, on va dire une petite dizaine d'années, c'est de grandes ruptures technologiques qui font que l'accélération a pris une accélération aussi. Et, comme le disait ma collègue, les projets à effet tunnel, les projets sur plusieurs années, on n'en voit plus. Ce qu'on voit, c'est un cap qui est donné sur plusieurs années. Et ce qu'on va demander, c'est un raccourcissement du delivery et donc des projets qui vont s'enchaîner, qui vont avoir un cycle plus court et qui vont utiliser cette technologie. Après, le sujet de la différenciation entre le métier et la techno n'est plus d'actualité aujourd'hui, puisqu'on est dans une reconstruction, dans une nouvelle façon de réinventer le monde, avec la technologie comme changement de paradigme, ce qui veut dire que aller chercher des nouveaux services, aller chercher des nouvelles idées, va se faire naturellement par le métier, parce que c'est lui qui connaît le mieux les besoins de ses clients et son entreprise, et puis aussi par l'expert technologique qui va mettre à disposition de ce métier la puissance de rupture technologique. Donc c'est la capacité que l'on va avoir à mixer ces compétences qui va permettre d'accélérer ce rythme. La façon dont on travaille aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qu'on travaillait il y a 5 ans. Par exemple, il est régulier pour nous de faire des hackathons chez nos clients. Il y a 4 ans ou il y a 5 ans, personne ne faisait un hackathon, personne ne proposait à un client, à partir d'une technologie, de réunir des individus issus du monde entier pour essayer, dans un laps de temps très réduit, de montrer que cette technologie peut offrir un service. Ce qu'on a observé aussi depuis 3-4 ans, c'est que le hackathon, il y a 3 ans, était technologique. Aujourd'hui, il est service. Il y a 3 ans, quand on commençait un hackathon, le défi était technologique. Aujourd'hui, quand on commence un hackathon, on considère que la technologie est maîtrisée par celui qui va participer au hackathon, et ce qu'on lui demande, c'est un service à rendre à un client. Et donc, on voit bien réellement que notre métier se transforme et qu'on le fait évoluer pour justement répondre à l'accélération de la transformation des clients dans un premier temps. Ça, ce que disait Mathieu était très intéressant, c'est que c'est le client ou l'individu, nous, qui nous sommes transformés avec sans doute l'arrivée des smartphones, sans doute l'arrivée des réseaux et des bits, sans doute l'arrivée de tous ces services qui sont faciles à utiliser et qui changent notre rapport à l'entreprise. Et donc l'entreprise qui est le client des ESN, elle aussi, sa problématique et les questions qu'elle se pose à des entreprises comme les nôtres, c'est comment on peut accompagner sa transformation pour la remettre dans le bon sens et lui donner le leadership par rapport à ses clients.
Mathieu Morgenstern, vous nous avez parlé en introduction de quelques-uns des nouveaux services sur lesquels vous travaillez. Il y a un point qui est important aussi quand on réfléchit par rapport à son client, c'est la data. Alors comment ça se passe si vous avez de la data en propre, vous récupérez celle de vos clients. Enfin, expliquez-nous comment voilà, tout ça change aussi beaucoup. Je dirais, chez nos clients, il y a deux préoccupations. C'est le bon usage de la data, ou l'usage de la data, et le bon usage de la technologie. Donc, data, technologie, c'est leurs deux sujets. Ils le voient, au départ, ils le voient en général comme deux sujets différents. Je crois qu'on a un point intéressant dans notre façon d'aborder la technologie, c'est qu'on traite des deux de manière totalement intégrée. On a notre first party data, on a nos plateformes, et ce qu'on dit à nos clients, c'est on va s'occuper de tout. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de votre donnée, on va s'occuper de la valoriser, d'en tirer de la valeur business, une compréhension de vos consommateurs, des usages, une façon de repenser les produits, de mieux les cibler, de mieux les adresser, de mieux les distribuer. Donc on va s'occuper de valoriser votre donnée, on va s'occuper de la stocker, donc la partie technique, on va l'exploiter, et puis finalement, ce qu'on vous vend, c'est le service final qui mixe techno, c'est-à-dire le bénéfice final de tout ça, c'est plus de, je sais pas, de ROI, de chiffre d'affaires, de vente. Bon. Donc, données et technologie sont indissociables. First party data chez nous, notre propre donnée, est aussi une des composantes clés de ce qu'on enrichit la donnée, on valorise la technologie qu'on propose par notre propre first party data. Ce mix-là, enfin, puisque le thème c'est 2025, mon hypothèse, c'est qu'en 2025, on ne distingue plus des projets data, des réflexions sur la data, de projets techno, et que finalement ce bundle-là soit complètement intégré, et que finalement on vende le bénéfice de tout ça, plutôt que des sujets séparés, etc. Et trop souvent, de mon point de vue, trop souvent on voit des projets data, je crée une plateforme, qui vise le côté technique de la data, qui ne s'intéresse pas à l'usage, le volet, je dirais, analytique, captation, etc. Et pour les clients, aider nos clients à faire un saut, c'est agréger les deux, et c'est considérer que tout ça, ça a un bénéfice final qui est le service que ça doit rendre, et qu'on intègre la réflexion complète sur data et techno intégrés. Nous, c'est ce qu'on fait, et ça change tout dans la compréhension des clients sur ces sujets-là. Marc, ça veut dire que le métier d'une SN est en train de changer, le métier d'intégrateur, développeur est en train de se rapprocher. Comment ça se passe chez Smile? On voit aujourd'hui des projets qui vont chercher des briques externes et puis après pour agréger tout ça. Le métier, il a beaucoup changé. Enfin, je pense que le métier de l'ESN, c'est plus le rôle, alors pour l'appeler comme on veut, conseil sachant sur des technologies, que ce soit des technologies en mode service, en mode SaaS, en mode PaaS, des technologies auxquelles on a accès en open source, des technologies propriétaires, pour pouvoir les agréger au mieux pour permettre de rendre le service final au client, et même au client end-user finalement, qui va utiliser la plateforme qu'on va mettre en place. Et donc ça veut dire que la typologie des personnes qui intègrent des sociétés telles que la nôtre, ça ne doit pas être le codeur fou qui rêve de faire justement le projet en tunnel où il va faire du développement pendant 2 ans, parce qu'en 2 ans, la technologie, de toute façon, elle aura déjà évolué, et donc on va faire des sprints très courts, on va utiliser des technologies, le client lui-même va les connaître, donc les aura lui-même testées, donc il sera aussi au courant finalement des avantages et des inconvénients de cette technologie-là, et donc ça crée une nécessité pour les entreprises telles que la nôtre d'être en permanence en veille sur les technologies, de les tester, de les faire même nous-mêmes évoluer, quand c'est de l'open source par exemple, ou même les technologies SaaS en étant proche d'elles, et de les agréger, et de faire des projets en mode sprint pour lui permettre de tester les choses auprès des métiers, et ensuite de pouvoir faire avancer. Donc oui, je trouve que c'est très changeant par rapport à ce que j'ai pu vivre il y a une quinzaine d'années, où on avait le cycle en V classique d'un projet, où on avait un cahier des charges, on parlait de la techno, on le développait, on le faisait en test, et c'était mis en production. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Et donc, les nouveaux collaborateurs qui nous rejoignent, ou les anciens, ont besoin en permanence de faire de la veille sur les technos. Et la technologie du projet va pouvoir même évoluer pendant le projet lui-même. Laurent, ça veut dire que les segmentations au sein des entreprises, c'est en train de s'estomper complètement. Les ISV, on parlait intégrateurs, développeurs, enfin voilà, tout ça est en train d'exploser.
Oui, je pense que même cette notion de SN, pour moi, elle est derrière nous. On le voit, hein, nous, on avait une segmentation de nos partenaires très traditionnelle avec les VAR, les ISV, les SS2I, etc. Aujourd'hui, on est incapable de définir une entreprise dans ces catégories-là. C'est très difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a à la fois de la multiplicité, je dirais, d'activités sur chaque entreprise, et puis de l'hybridation. On voit, nous, de plus en plus, en fait, une séparation entre des structures qui vont être vraiment dans de la conception, donc de l'IP, donc la création d'IP. Je développe une application en SaaS, je développe un logiciel, etc. Et des structures qui vont être dans la fourniture de services. Donc, je vais aider un client à aller dans le cloud, à faire une hybridation entre son data center et une infrastructure, etc., à mettre en place de la sécurité au sein de son système d'information, etc., etc. Donc, ce qu'on voit, nous, de plus en plus, c'est vraiment davantage cette dualité qui n'est pas liée aux structures. C'est-à-dire qu'on va retrouver des entreprises de services qui vont être à la fois fournisseurs d'IP et à la fois fournisseurs de services. Donc c'est très difficile de catégoriser, je dirais, aujourd'hui, de manière très spécifique, les acteurs dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine de l'innovation. Et puis cette notion d'hybridation, elle est aussi très liée au fait que les clients attendent qu'on leur amène finalement un ensemble de compétences, qu'on soit dans une logique de co-innovation, que parce qu'on est une entreprise de service, eh bien, on puisse aussi apporter et amener un éditeur de logiciels en SaaS parce qu'il va permettre de répondre à une problématique métier bien particulière, qu'on va pouvoir intégrer avec une brique de service qu'on a déjà développée, qu'on va pouvoir positionner avec un opérateur de cloud, etc. Donc on est vraiment, en tout cas aujourd'hui, on constate, nous, beaucoup d'attentes de la part de nos clients sur cette notion d'hybridation dans la capacité à venir finalement à plusieurs, et on voit d'ailleurs beaucoup de nos partenaires s'associer, donc des éditeurs de logiciels qui vont travailler avec des ESN, qui vont travailler avec nous, et tous ensemble, et des startups dans une logique d'innovation. Absolument, donc les frontières traditionnelles, je dirais, elles ont complètement volé en éclats, et quelque part, il faut qu'on garde justement cette agilité et cette capacité à se positionner en fonction là aussi des besoins des clients et en fonction aussi de l'accélération des innovations technologiques, parce que on le voit bien, l'IA aujourd'hui est en train de transformer encore une nouvelle fois très très fortement les positionnements des acteurs, les offres de services que chacun veut rendre et les attentes, encore une fois, de nos clients, qu'ils soient côté IT, qu'ils soient côté métier ou côté utilisateurs finaux. Mehdi, chez Talent, voilà, on voit transformation, on a dit hybridation des métiers, alors il faut toujours plus d'agilité, etc. Des projets beaucoup plus courts. Comment vous réussissez à transformer justement votre métier? Comment vous réussissez à transformer votre entreprise, voilà, s'adapter, alors que voilà, il y avait des process, je ne veux pas dire des habitudes parce que c'est pas forcément le terme, parce que j'imagine que vous êtes habitué à évoluer, mais voilà, il y avait un cadre qui était à peu près défini, et là aujourd'hui, voilà, c'est des projets courts, il faut de l'agilité, il faut de l'hybridation. Alors comment on fait quand on s'appelle Talent? Voilà, quand on s'appelle Talent, comme toutes les autres entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, je pense qu'on s'appuie sur l'intelligence collective. Aujourd'hui, il faut réellement réunir des intelligences qui sont complémentaires et donc fatalement qui sont différentes, donc s'enrichir des différences. L'intelligence collective, c'est l'agilité, c'est le pragmatisme et c'est l'esprit entrepreneurial, c'est-à-dire se dire que la vérité d'hier n'est pas forcément celle d'aujourd'hui ni de demain, et c'est pas pour autant qu'on s'est trompé hier, mais qu'on se transforme par petits coups, par petits cycles. Et ça, c'est important. Je pense que la révolution qu'on est en train de vivre a comme levier central l'information, les technologies de puissance de calcul, puissance de stockage, débit de plus en plus élevés font que l'information dans toutes ses dimensions est le levier de transformation le plus puissant aujourd'hui pour les entreprises et pour les prestataires qui accompagnent ces entreprises dans sa capacité à la capter. Les IoT, on parle de 5-6 milliards d'IoT aujourd'hui, on fait le pari que dans 2 ou 3 ans on en aura 200 milliards, donc est-ce qu'on peut se passer des informations qui seront transmises par ces IoT quand on est une entreprise petite, grande ou moyenne? La réponse à mon sens est non. Stocker ces informations, là où il y a 20 ans, pour prendre une décision, une entreprise analysait 95% d'informations qu'elle détenait dans ses propres bases de données. Aujourd'hui, si elle n'analyse pas 95% d'informations qui viennent de l'extérieur, elle se trompe. Donc on est sur des dimensions de big data, de cloud.
Là où hier, pour analyser ces informations et prendre une décision, on avait des systèmes de décision qui étaient relativement basiques. Aujourd'hui, on parle de deep learning, de machine learning et d'intelligence artificielle. Ce qui veut dire aussi qu'on a des problèmes d'éthique. Et aujourd'hui, dans nos équipes de consulting, on fait appel à des philosophes, on fait appel à des écrivains, on fait appel à des sociologues dans les cadres de brainstorming. Et là aussi, c'est une forme d'évolution. C'est quelque chose à laquelle on ne faisait pas appel. Pourquoi ? Parce que ce qui intéresse nos clients, c'est comment je peux construire des nouveaux services, comment je peux améliorer ou faire évoluer la relation que j'ai avec mes clients en tirant parti de la puissance technologique et puis sans dépasser naturellement un certain nombre de lignes qui sont jaunes ou rouges et qu'il sait positionner ou qu'il ne sait pas anticiper. Donc il a besoin là aussi qu'on le conseille sur ces sujets-là. Et le dernier sujet sur lequel on pense qu'il y a aussi une transformation importante, c'est que les protocoles de transfert, d'échange d'informations sécurisés et garantissant l'intégrité vont eux aussi évoluer vers les protocoles plus horizontaux comme la blockchain sans forcément avoir besoin d'un tiers de confiance. On a fait il y a 3 semaines le premier sommet africain de la blockchain dédié aux banques centrales. C'est-à-dire qu'on est allé expliquer aux banques centrales africaines qu'effectivement la blockchain, c'était pas du bitcoin et que la blockchain, c'était réellement une capacité pour elles d'horizontaliser leur business entre pays sans pour autant être obligé d'aller chercher une devise verticale dans un autre continent. Mathieu Morgenstern, on parle de blockchain, on parle de toutes ces innovations technologiques, on a parlé d'hybridation, de ces nouveaux métiers, de ces frontières qui s'estompent. Quand on est patron des sociétés que vous dirigez, on la trouve où la limite là, parce qu'on nous parle d'agilité, il faut aller chercher de nouveaux acteurs. Comment vous faites pour définir un peu les frontières? Vous dites tiens là, il ne faut pas qu'on aille trop loin de ce côté-là. Là, comment ça se passe? Oui. La tech et le martech, c'est souvent ça expérimente beaucoup de nouveautés technologiques. Par exemple, l'intelligence artificielle achète déjà de manière automatique, enfin disons en machine learning, on achète du programmatique à très grande échelle et ça marche. Je dis l'industrie à tech sait faire ça. Donc c'est déjà mature. On sait être meilleur que des opérateurs derrière un pupitre qui achètent aux enchères de l'espace de médias sur Internet. On le sait le faire par une machine. Il y a un projet qui s'appelle Trust sur la blockchain pour que toute la chaîne média soit sécurisée, y compris sur le volet privacy des consommateurs finaux. C'est assez avancé en réflexion. C'est plutôt... le cloud, c'était très très tôt. On sait à quel point les Français sont bons là-dessus d'ailleurs. En AdTech, MarTech, les levées de fonds, elles sont beaucoup là-dessus, et c'est souvent des leaders mondiaux. Criteo, évidemment, est très emblématique là-dessus. Donc nous, il n'y a pas de limite, en fait. Enfin, nous, on ne s'en pose pas parce qu'on a toujours été comme ça, très, très en pointe. Mais pourquoi ? Peut-être parce que notre business model, je reviens à mon point initial, notre business model ne dépendant pas à 100% de la techno, en fait, on est très opportuniste sur le fait d'agréger, de prendre la techno la meilleure là où elle est pour servir au mieux un intérêt final qui est toujours clair, qui est la performance business de nos clients. Enfin, du coup, c'est assez simple. Mais du coup, ça fait avancer quand même, je crois, plus vite qu'ailleurs. Et la tech, regardez les progrès de la tech, la vitesse de l'évolution de la tech, je trouve que c'est très en pointe et c'est un bon prisme pour analyser ce vers quoi on va en général. Le digital, les sites web, cette façon de travailler, DevOps, agilité, c'est quand même partie de sujets qui étaient plutôt portés par des gens au départ, beaucoup en tout cas, par des gens métiers du marketing. Et vous ne le rendez pas un peu fou, votre DSI, là, si on fait le rapport avec le système d'information? C'est intéressant. Alors nous, on a 2 caractéristiques. 1, on n'a pas de DSI. 2, on ne travaille pas, on travaille avec aucun DSI chez nos clients. C'est-à-dire qu'on vend ces projets-là sans jamais voir un DSI. Je me faisais la réflexion en vous écoutant. Jamais vu un CTO chez nous. On vend direct au métier toujours. Point 1. Point 2, chez nous, il n'y a personne à la fonction, sauf pour l'IT interne, évidemment, mais je veux dire, sur les produits qu'on fait à destination client, il n'y a pas cette fonction. Elle n'existe pas. Marc, c'est quelque chose qui change, justement, tout ça, par rapport à l'IT Oui, nous, en fait, on travaille 90% avec les métiers.
plus les DSI. Les DSI, ils ont une importance quand même dans les sociétés, enfin chez les clients. Ils sont en back-office, ils travaillent, ils connaissent les process, etc. Mais ils sont derrière. Le métier a pris, enfin chez nous en tout cas, le métier chez les clients a pris le lead. Et la manière dont on aborde les ventes aussi de notre côté, nous on est une société technologique, mais maintenant on va parler métier, on va parler usage. Les technos, c'est de l'usage. Et derrière, il y a la techno. Et nous, on est férus de techno. Mais voilà. Et ce qui est important aussi, je sais qu'on va en parler un petit peu après, mais c'est les collaborateurs qu'on recrute. Eux aussi, ils ont muté beaucoup. Et ce qu'on leur demande, c'est différent, mais ce qu'ils nous demandent aussi est très différent. Et donc ça, c'est aussi une composante des ESN. Nos moyennes d'âge, c'est moins de 30 ans, 29 ans et demi. J'en ai 1400. Je peux vous dire que c'est pas tout à fait pareil de gérer ces personnes-là que même les gens que j'ai embauchés il y a une dizaine d'années et qui ont aujourd'hui peut-être 35 ans, c'est pas les mêmes. Et donc au quotidien, ça demande, pour les ESN, on doit évoluer par rapport aux techno, on doit évoluer par rapport à ce que nous demandent les clients, mais on doit aussi et surtout évoluer par rapport à ce que nous demandent les collaborateurs, ou pas que les collaborateurs d'ailleurs. On en reparlera. Et elle va se nicher où alors, votre valeur ajoutée? Puis je poserai la même question à chacun d'entre vous. Bah c'est ça, tout ce que je viens de dire. C'est une énorme valeur ajoutée de connaître les technologies, de savoir gérer les personnes, de pouvoir les recruter, de les former également. Parce que les technologies vont tellement vite, les méthodes vont tellement vite qu'une des valeurs ajoutées fortes des sociétés telles que la nôtre, c'est l'intelligence collective, mais c'est la formation aussi, de savoir former les gens pour les maintenir au bon niveau, d'aller les faire parcourir les technologies, aller à Vivatech, faire des hackathons, en permanence se poser des questions, les bonnes questions. Ça fait partie de la valeur ajoutée d'une ESN, nouvelle génération. Et la deuxième, c'est d'être capable d'être aussi bon au moins que nos clients, les métiers, qui eux sont des férus. Un client qui va faire de l'e-commerce, qui va être spécialisé d'e-commerce, et ben lui, tous les matins, il se réveille, il regarde toutes les nouvelles technos qui viennent sortir, les nouvelles startups qui existent pour faire améliorer son business. Et nous, en tant qu'opérateurs, et ben, il faut être au moins à son niveau pour pouvoir lui proposer des choses et ensuite pouvoir les intégrer. Donc c'est une valeur ajoutée un peu différente, mais forte. Laurence, cette valeur ajoutée? Nous déjà, elle est quand même dans les innovations et la technologie qu'on amène. On est un fournisseur de plateformes. On investit quand même 15 milliards par an en R&D, donc, et c'est clé quand on est un acteur du cloud et des services innovants techno. On n'a juste pas le choix aujourd'hui que de continuer à investir pour amener ces innovations, amener du cloud, des data centers au plus près de nos clients dans le monde, etc. Donc c'est la première valeur ajoutée, je dirais, de développer, d'amener ces innovations. L'IA est c'est un sujet en ce moment sur lequel on est bien évidemment très actif en termes d'investissement et en termes d'innovation. On a pu le présenter à Vivatech la semaine dernière également, donc, au travers de notre présence. Donc ça, c'est une première valeur ajoutée. Et puis ensuite, c'est très bien d'avoir de la techno, mais il faut la mettre au service de nos clients. Et donc la deuxième valeur ajoutée, c'est de travailler justement avec notre écosystème de partenaires, parce qu'on ne le fait pas seul, pour convertir cette technologie et ces innovations en scénarios d'usage concrets qui vont faire du sens par rapport, encore une fois, aux besoins de nos clients, exprimés dans 4 domaines très simples finalement. Nos clients, ils regardent à transformer la façon de travailler au sein des organisations. Pour revenir sur ce que vous disiez, faire bosser des millennials avec des seniors, c'est pas les mêmes outils qu'on va utiliser. Le mail, il est encore très utile pour les deuxièmes et pour les premiers, on va être plutôt sur les réseaux sociaux. Donc voilà, travailler donc sur les changements des organisations, travailler sur bien évidemment l'expérience client. Donc, comment la technologie va aider à améliorer, repenser complètement l'expérience client, travailler sur l'optimisation des processus métiers au sein des organisations, parce que ça reste un enjeu majeur, bien évidemment, de la plupart des organisations aujourd'hui. Et puis enfin, travailler sur l'innovation, donc toutes ces offres de produits et de services, la transformation des business models de nos clients, et où là, on peut parfois partir d'une page blanche, en tout cas partir d'un souhait ou partir d'une problématique et de se dire comment on va faire pour innover, comment on va faire pour lancer Marcel avec Publicis, comment on va faire pour lancer un véhicule connecté avec... Et comment ils se partagent la valeur ensuite? Parce que c'est bien d'avoir tous ces accords, mais bon, au bout du compte, il y a une facture qui remonte, il y a de l'argent qui doit circuler entre tout ça. Comment on partage? Alors, il y a déjà des règles claires sur l'utilisation des plateformes. Donc, quand vous êtes dans le cloud, vous êtes effectivement plutôt sur de l'usage. Et puis, il y a des modèles qui doivent être aussi très clairs sur le shared IP. Chez Microsoft, on a pris très récemment des engagements très forts et très clairs sur le partage de l'IP, sur toutes les innovations qu'on fait avec nos clients.
en donnant cette IP à nos clients, puisque nous, on n'est pas là pour exploiter les datas de nos clients, on n'est pas là pour exploiter leur valeur ajoutée, mais au contraire pour mettre de la technologie à disposition de ces clients pour qu'eux puissent se transformer. Donc, c'est très important aussi d'être extrêmement clair dans les modèles économiques. On nous associe souvent, c'est vrai qu'avant c'était les GAFA, maintenant on est les GAFAM. C'est vrai qu'il y a des fois on se dit c'est cool d'être dans les GAFA, mais il faut aussi être très clair sur des modèles économiques qui sont extrêmement différents parmi tous ces acteurs. Aujourd'hui, nous on est un acteur de plateforme technologique pour aider nos clients à se transformer, et on n'est pas un acteur pour travailler sur la data des clients ou sur la construction d'IP sur la base des données de nos clients. Donc l'IP, on la redonne à nos clients dans le cadre de ces projets de co-innovation. Mehdi, chez Talent, la valeur ajoutée se niche aussi davantage de conseils aujourd'hui, ce que vous disiez un peu tout à l'heure. C'est un mixte, hein, c'est-à-dire c'est réellement être en capacité d'avoir un effet caméléon, c'est-à-dire épouser la stratégie et les valeurs du client, sa vision, et puis raccourcir les cycles en mixant les compétences, donc avoir au sein d'une même équipe des profils de consultants qui connaissent le métier, les process de nos clients, et donc qui sont capables de les faire évoluer, un profil de technologues qui vont identifier la puissance à utiliser telle ou telle technologie, et puis le but du jeu aussi c'est d'accompagner les transformations et de les réaliser, donc des profils d'intégrateurs qui vont soit intégrer les solutions avérées du marché comme celle de Microsoft dont on est partenaire, soit construire la solution ad hoc pour le client à l'aide de boîtes à outils ou de logiciels open source. Je dirais que le vrai sujet aujourd'hui pour nous, c'est que des entreprises comme les nôtres, hein, et pareil, je vois Devoteam, GFI ou Capgemini, on est tous logés à la même enseigne, hein, donc nos actifs sont volatiles, ce sont nos consultants et nos clients, et la capacité qu'on va avoir à les garder, c'est aussi de comprendre qu'eux aussi ont évolué, et le regard des consultants ou des ingénieurs vis-à-vis de l'entreprise a aussi évolué. Donc aujourd'hui, on est obligé de réfléchir aussi en écosystème, d'avoir à côté de soi des expertises qui ne sont pas forcément à l'intérieur de l'entreprise, d'incuber ou de faire évoluer les startups. Ça transforme aussi votre business model. Enfin, comment ça se transforme aujourd'hui pour vous ? Business model, où je dirais que hier, on se disait pour faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut avoir 1000 salariés. Aujourd'hui, on pourrait très bien se dire que pour faire 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas fatalement 10 000 salariés, c'est peut-être 3 000 salariés et puis un écosystème de 15 000 partenaires. Et ce qui est important, c'est de savoir les assembler, les rassembler pour qu'ils soient optimisés le moment venu chez le client. Voilà. Donc, et ça change notre façon de faire. On parle pas on peut aussi parler d'entreprises libérées, c'est-à-dire réellement aujourd'hui les nouvelles générations, qu'elles soient X, Y ou Z, ont besoin de beaucoup plus d'autonomie, raisonnent plus en projet qu'en appartenance à une entreprise. Moi, je fais partie d'une génération, peut-être la dernière, où quand on rentrait dans une entreprise, on en sortait à la retraite. Aujourd'hui, c'est terminé. Les consultants choisissent plus le projet que l'entreprise, et quand le projet est terminé, sont capables de changer d'entreprise pour aller butiner sur notre projet. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est quelque chose qu'il faut accepter, et c'est aussi une façon de nous transformer pour faire en sorte que on puisse avoir un écosystème avec des compétences qu'on sait rassembler, désassembler au gré des besoins des clients. On est tous partenaires et concurrents. Concurrents quand on est en phase de réponse à un appel d'offres, et puis quand on a gagné, on devient partenaire. Voilà. On voit l'importance de ces compétences. On va en reparler, ce sera l'un de nos points suivants. D'ici 5-10 minutes, là, je me tournerai vers vous si vous avez des questions à nos intervenants. Mathieu, c'est transformation du business model aussi. On disait en 4 ans, ça s'est accéléré. Est-ce que vous avez de nouveaux business models, de nouveaux modèles d'affaires aujourd'hui au sein de WPP, de nouvelles formes de revenus? Oui, on a un revenu on démarre beaucoup de value-based deals qui sont totalement centrés sur, qui pourraient être centrés sur les ventes automobiles, par exemple, d'une marque. On pourrait se dire on est rémunéré en très grande partie sur notre capacité à délivrer de la croissance sur un secteur, par exemple, automobile. Ça, c'est assez nouveau dans notre univers. Donc,
On pourra imaginer un constructeur automobile qui dit bah, moi je vais acheter un stack techno chez Google, DBM, enfin DoubleClick, je vais acheter un stack techno chez Microsoft, et puis je vais essayer d'utiliser tout ça au mieux avec ma data, de comprendre, d'acheter de la data, et puis finalement d'aller toucher des consommateurs, et puis de faire venir des gens dans mes points de vente et de vendre les voitures, etc. Donc je peux prendre tout ça en charge, alors là il va falloir que je comprenne les technos, ou alors je vais pouvoir travailler d'une autre manière, un autre constructeur qui va dire bah, moi ça m'intéresse d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de tout ça à ma place, je lui fais confiance sur la techno, je lui donne mes datas, et puis en plus il se rémunère en très grande partie sur les ventes. Donc finalement, le coût de la techno, tout ça m'importe peu, la nature de la techno m'importe peu, je suis quelqu'un de métier, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il ait l'air plutôt à la pointe, et que le end benefit de l'augmentation de ma croissance, ce soit plutôt ça que j'achète. Et ça, nous, on va le faire de plus en plus. Mais quand je dis de plus en plus, ça va devenir majoritaire dans les 5 ans qui viennent. Peut-être qu'il y a en pure techno, je ne sais pas s'il y a des modèles comme ça qui peuvent s'imaginer. Mais en tout cas, chez nous, oui, clairement. Laurence, sur ce côté des business models aussi qui se transforment. Oui, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est nos grands clients, donc les grandes entreprises qui sont vraiment en train d'évoluer vers ces offres de services. Alors, je m'en soignais publiciste tout à l'heure, désolé. Hein, beaucoup, bah oui, non, mais j'espère qu'on va pouvoir faire plein de trucs aussi avec vous. Mais c'est similaire à ce que vous disiez. Publicis a lancé une offre de service complètement intégrée qui est effectivement une espèce de one-stop shop pour aider les directions marketing dans leur transformation marketing et dans l'amélioration de l'expérience des clients finaux de leurs clients. Et en ce sens, ils deviennent un peu concurrents d'acteurs traditionnels, ESN, qui, par le passé, pouvaient offrir effectivement ces types de services seuls, sans que Publicis puisse le faire. Donc, on les voit migrer effectivement vers des modèles un peu différents. Schneider, qui lance des offres aussi sur tout ce qui est smart building, donc évolue aussi vers des offres beaucoup plus intégrées, en intégrant notamment, encore une fois, cette notion d'IP et de service de bout en bout, beaucoup plus packagé que dans le passé. Enfin, des exemples comme ça, j'en ai vraiment beaucoup. Et on constate aujourd'hui, dans ce pilier de transformation des produits et des services et des modèles économiques de nos clients, eh bien finalement, de plus en plus de clients qui développent de l'IP, qui veulent se lancer finalement dans des offres packagées, plus complètes, et qui donc à un moment donné peuvent potentiellement se retrouver à empiéter, je dirais, sur les plates-bandes traditionnelles des fournisseurs de services. Et c'est pour ça qu'il faut aussi travailler, enfin, encore une fois, dans ces logiques d'écosystème ouvert et regarder au contraire comment aider ces grandes entreprises dans leur transformation. Et je pense qu'il y a un rôle à jouer pour également les ESN pour aider ces entreprises et pour peut-être construire des joint ventures, mettre en place des approches, des structures nouvelles pour créer ces nouveaux modèles économiques. On a parlé beaucoup de... Tout à l'heure, Marc a beaucoup parlé de compétences. Donc, pénurie, aujourd'hui, Marc, tout le monde doit se battre pour trouver, si ce n'est les meilleurs, déjà des compétences dans l'entreprise pour les projets. C'est une catastrophe. On détruit énormément de valeur avec cette pénurie de ressources. Parce qu'en fait, dans le métier en général, comme on l'a dit, tout le monde absorbe ces ressources. Les clients, les éditeurs, les sociétés de communication, les agences, les ESN. Et comme ça converge, tout ça, on absorbe les mêmes. Et en plus, il n'y en a pas assez, et il y a beaucoup de croissance. Donc on mélange tout ça, et ça fait un goulot d'étranglement terrible qui génère finalement beaucoup d'effets Joule, c'est-à-dire qu'on se les pique, on se les refile, on dépense beaucoup d'argent pour recruter, et on fait un travail de moins bonne qualité que ce qu'on voudrait faire parce qu'on n'a pas assez de ressources pour réaliser les projets, il y a un turnover qui peut être plus important que ce qu'on voudrait, etc., etc. Donc en fait, la destruction de valeur de cette manque de ressources pour le client final, c'est-à-dire l'utilisateur, il est très important. Et donc c'est un cri d'alarme qu'il faut... Et puis à ça s'ajoute une nouvelle mentalité aussi. On parlait des freelances tout à l'heure. Alors déjà, il y a la mentalité, et puis en plus cette pénurie engendre aussi des mentalités un petit peu différentes. Mais disons, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Mehdi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le développeur, celui qui fait de l'IT, c'est pas que le développeur, d'ailleurs le consultant, etc., c'est un consommateur de service. Donc en fait, il arrive et lui, il n'a plus envie d'être dans le carcan. D'ailleurs, en droit social, j'y participe un peu au Syntec, on est à des années-lumière du droit du travail qui existe en France. C'est pas ça qu'ils veulent. Le droit de déconnexion, par exemple, ça n'existe pas pour eux. Ils veulent pouvoir arriver à 11h, terminer à minuit, retravailler la nuit, venir de temps en temps, faire du télétravail, etc. C'est ça qu'ils souhaitent. Et puis par ailleurs, ils viennent chercher des projets.
C'est des gens, ils se cultivent, la technologie est accessible, ils peuvent se former en ligne, les gens ils arrivent, ils sont passionnés, donc en fait ils connaissent déjà un peu les technos, ils veulent les essayer et ils vont donc la volonté de trouver un beau projet sur lequel ils vont pouvoir travailler et progresser. Et donc la mentalité a changé, la manière dont ils veulent travailler a changé. Et en plus, il y a une pénurie qui est extrêmement forte. Et le dernier point aussi, je parlais d'agilité au niveau des projets, mais je dirais aussi qu'il y a une globalisation des développeurs. Avant, on parlait de nearshore, offshore, local. Ça c'est terminé. Enfin, les sociétés modernes, elles travaillent en mode distante. Je ne parle même pas que du télétravail. On va travailler avec 3 Ukrainiens, un Polonais, 2 Allemands, 5 Français, 2 Espagnols. Et on va faire un projet unique avec des sprints. Et donc, et la Tunisie, pardon, et le Maroc. Et, voilà. Et donc, en fait, globalement, ça aussi, c'est la convergence des ressources, leur proximité, la capacité d'interagir avec eux, parce que maintenant les moyens modernes le permettent, qui retransforme également la manière de collaborer au quotidien dans une entreprise. Et ça c'est une question, Mehdi, qui sert aussi pour la prochaine table ronde, mais il faut aussi pérenniser ce métier de développeur, parce qu'on l'a un peu bousculé pendant des années, et là aujourd'hui on est en train de dire c'est une pénurie, il faut apprendre à coder aux enfants, alors que c'est un métier qu'il faut revaloriser aujourd'hui. Alors oui, il faut le pérenniser, il faut l'aider à se transformer aussi, hein. Si je vous raconte une petite anecdote, naturellement, je vis exactement les mêmes sujets que vit Marc, c'est-à-dire on est face à une pénurie de ressources qui nous embête, parce qu'on a envie, nous, de répondre à toutes les demandes de nos clients, et aujourd'hui, il y a une absence de 30 ou 40 000 développeurs en France et sans doute 300 000 à l'échelle européenne. Mais la façon dont on fabrique aussi nos développeurs n'est plus d'actualité. On a lancé notre école de formation en Tunisie en s'associant avec une start-up qui s'appelle GoMyCode. Et cette start-up est née d'un brillant Tunisien qui a eu le prix présidentiel. Alors quand on a le prix présidentiel, ça veut dire qu'on a eu le meilleur bac Tunisie, et le président le reçoit et lui dit quel est le pays dans lequel tu as envie d'aller étudier, et naturellement tout est payé. Et le gamin lui a répondu c'est gentil, mais le cursus académique actuellement ne me va pas et je considère que j'en ai fait le tour et je vais créer ma propre entreprise parce que vous n'avez rien compris, et c'est pas en formant les jeunes comme ça que vous aurez un Microsoft qui se créera à partir de la Tunisie, parce qu'on apprend à coder à l'âge de 8 ans, on n'attend pas d'avoir le bac. Et il a monté sa société. 2 ans après, il est rejoint par son frère. Et son frère, c'était le même pédigré, c'est-à-dire que 6 ans avant, il a eu le bac présidentiel. Par contre, lui a accepté la proposition du président tunisien. Il est allé faire sa prépa à Louis-le-Grand, il a intégré Centrale, il a travaillé 1 année chez Roland Berger, 2 années à développer du code chez Amazon à Londres. Et puis au bout de 3 ans, il a dit j'ai fait le tour et je vais créer mon propre truc. Et donc ces 2 jeunes, aujourd'hui, disent on est capable de créer des codeurs en moins de 9 mois, sur les nouvelles technologies, à partir du moment où on a fait la bonne sélection. Et la sélection, elle ne se fait pas par la formation qu'il a fait, mais par sa capacité à raisonner. Et donc ça aussi, ça va permettre de transformer notre métier. Il faut que nos clients aussi se transforment, c'est-à-dire qu'il y a 12 ans, 13 ans, nos clients nous demandaient les CV des consultants qu'on leur donnait, en nous demandant en priorité d'avoir des ingénieurs classe A, etc. etc. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils nous fassent confiance, et que quand on leur amène même des autodidactes qui savent coder, bien, ils puissent leur donner leur chance. La façon aussi dont évoluent aussi nos business models, aujourd'hui, on travaille de plus en plus et on raisonne en JV avec nos clients, c'est-à-dire que nos clients cherchent à développer des nouveaux services utilisant ces nouvelles technologies. Et quand on les conseille, eh bien, ils nous demandent d'aller jusqu'au bout de nos conseils, et pourquoi pas de les aider à incuber ces nouveaux services en dehors de leur entreprise, dans le cadre d'une JV qui, si elle n'est pas transformée, mourra et ça fera pas de vague. Et par contre, si elle est transformée, elle peut être récupérée. Donc là aussi, c'est une façon dont notre métier évolue. J'aurais bien voulu vous faire une annonce, mais je pense qu'on la fera dans 2 semaines. Mais on est sur le point de signer une JV avec un de nos clients sur un service de ce type. Florence, un mot là-dessus, puis on prend les questions dans la salle juste après. Je ne peux que partager ce qui a été dit. Le sujet, il est ultra préoccupant, ultra connu, et c'est pas en 2 jours, en 2 semaines, en 2 mois qu'on va le résoudre, mais il faut tous qu'on se retrousse les manches et qu'on s'y mette. Alors, déjà, j'ai envie de dire, on a quand même un pool de compétences à ramener sur les métiers des technologies, ce sont les jeunes filles.
Donc démarrons déjà au collège pour donner envie aux jeunes filles de faire des carrières dans le domaine des sciences, dans le domaine du développement. Alors là, moi je lance aussi un appel, c'est quand je vois les histoires de Parcoursup, et je peux vous dire que j'en suis témoin, et je vois des prépas qui refusent des gens qui ont des bons dossiers. Enfin, il y a un algorithme à revoir là aussi, hein, parce qu'il y a un gros. C'est pas nous qui avons fait l'algorithme, donc. Les places sont... Non, mais c'est pas à titre personnel un peu, mais on demande des filles, on demande des scientifiques, et vous voyez, le nombre de places en prépa n'a pas bougé. Aujourd'hui. On dit il faut avoir et on voit je vois plein de gens qui sont refusés en prépa dans des terminales S et tout ça, alors que le nombre de, enfin il y a un côté on tourne un peu en rond. Bon, enfin bon, il faut revoir Parcoursup, le logiciel. Je pense que la valorisation du métier aussi. Mais après je rejoins complètement ce que disait Mehdi, c'est-à-dire que les parcours et les profils change. Nous, on a créé il y a quelques mois l'école IA Microsoft. On a une première promotion de 24 élèves. D'ailleurs, on est ravis parce qu'on a beaucoup de partenaires qui se sont associés à cette démarche pour passer de 24 à 500. Ces élèves-là, ils font 7 mois de formation plus 12 mois de contrat de professionnalisation. Au bout de ces 7 plus 12 mois, ils sont capables de démarrer des projets de développement sur l'IA. Ce n'est pas des data scientists bac plus 5, mais on a aussi besoin de beaucoup de développeurs qui vont pouvoir développer des chatbots, qui vont pouvoir aider les clients à comprendre comment l'IA peut être utilisée dans leur processus de service client, etc., etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Il faut qu'on sorte aussi, bien sûr c'est important d'avoir des bac plus 5, bien sûr c'est important d'avoir des data scientists, on a un manque cruel en France, mais pour autant, il faut aussi penser aux autres filières, et je pense que là, on a besoin d'être créatif sur d'autres façons d'amener des gens sur ces métiers du développement, sur ces métiers de l'intelligence artificielle. Et c'est aussi une opportunité pour ramener dans l'emploi des personnes qui aujourd'hui sont éloignées de l'emploi. Nous, on le voit tous les jours au travers notamment de cette école IA ou de ce qu'on a pu faire avec des gens comme Zubdeco ou Simplon sur les métiers de développement depuis quelques années. Donc, ouvrons largement la palette aussi des personnes qu'on veut former, reformer à ces technologies. Ça nous aidera aussi à amener plus de personnes sur ces métiers. Mathieu, vous le faites chez vous. Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas, on imagine, dans le monde du marketing, des gens qui ont peut-être plus de 30 ans, qui ont été formés sur d'autres méthodes de marketing, et là, avec tout ce qui change aujourd'hui, vous poussez les gens à aller vers où ça se fait naturellement ? Non, on ne fait pas ça. Peut-être qu'on devrait. Nous, on a 2 bons produits d'appel pour les développeurs. Un, les thématiques du marketing, ça plaît assez, parce que ça dit on va être en prise avec l'utilisateur final, donc ça plaît assez. Et l'autre truc qui plaît assez, c'est le fait qu'on ait des produits en propre. Et ça, je pense que c'est une réflexion aussi, c'est le cas chez Microsoft, et qu'il y ait une perspective de pouvoir travailler sur des produits en propre, et de développer et de faire grandir des produits, plutôt que d'être que dans du service ou le produit des autres. Ça, c'est des très gros produits d'appel. Allez, 2-3 questions dans la salle, s'il y en a. Voilà, monsieur. On prend des réponses courtes pour essayer de prendre plusieurs questions. Bonsoir, Vincent Billet du cabinet SharePoint. J'avais une question sur la propriété intellectuelle, qui a été un sujet qui avait été l'objet d'ailleurs d'une réunion du G9+, il y a quelques années. Je voulais savoir si les ESN présentes, Talent Smile, avaient une stratégie en matière de propriété intellectuelle, c'est-à-dire de briques finalement technologiques ou métiers propriétaires, et quelle était cette stratégie? Moi je peux répondre, on fait de l'open source, donc si vous voulez, le produit propriétaire, nous on n'en veut pas, et on a plutôt une tendance de partage. Nous on pense qu'en fait une ESN, enfin en tout cas c'est notre vision, plus il y a de techno disponibles, efficaces, plus les ESN ont de l'avenir devant elles. Donc en fait nous on est pour libérer les technos, les rendre les plus disponibles possibles, faire de la co-innovation avec des communautés, avec les clients, la rendre disponible pour faire en sorte que l'usage soit meilleur et que les ESN soient également performantes parce qu'elles vont permettre, vont faire l'agrégation de ces technos. Voilà. Donc pas de stratégie de ce point de vue-là. Mehdi ? Oui, même réponse. Notre métier n'est pas de faire de l'édition comme Microsoft, mais c'est d'utiliser les logiciels pour fabriquer les solutions de nos clients. Donc par définition, elles appartiennent à nos clients. Et en plus, notre population adore tout ce qui est ouvert et tout ce qui peut être mis à disposition de tout le monde. Donc c'est un sujet qui n'est pas pour le moment notre préoccupation première. Autre question? Oui, Régis Pietri, je suis gérant d'une petite entreprise d'insertion numérique, éditeur logiciel principalement.
Alors, d'abord, une petite anecdote. Je n'ai personnellement aucune difficulté à recruter des développeurs, tout simplement parce que je recrute tous ceux que le marché ne veut pas en priorité, et précisément ceux qui ne sont pas Bac plus 5 ayant 2 à 5 ans d'expérience, soit à peu près 70% des recrutements d'après l'APEC. Donc je vais plutôt recruter des demandeurs d'emploi. Il y en a quand même 20 000 au chômage en France, hein, d'après les chiffres de Pôle emploi. J'ai deux remarques. On a beaucoup parlé du rôle des directions de métier, sans surprise, de leur appropriation directe des technologies dans la transformation numérique, mais curieusement, il y a deux choses qui ont, au point de vue, été absentes dans les échanges. C'est d'une part la question du dialogue, le vocabulaire entre les directions, entre ces directions métiers et les services informatiques. Et je dois dire qu'après 20 ans de carrière, personnellement, j'ai toujours autant de difficultés, enfin je dis je, mais mon équipe, à dialoguer avec les directions métiers. Alors on a tendance à jeter la pierre sur les équipes informatiques, mais je ne suis pas convaincu que c'est là qu'il faut regarder en priorité. Alors, je me demandais si vous avez des recettes miracles pour parler avec les métiers. Et puis par ailleurs, on n'a pas mentionné, je crois, une seule fois le rôle des acheteurs, direction achat. Là encore, je me demandais comment on voyait leur évolution, enfin plutôt est-ce que vous pensez qu'il y a réellement une évolution dans le sens de l'appropriation, enfin est-ce qu'ils valorisent finalement la technologie eux-mêmes je ne suis pas toujours convaincu non plus. Marc, réponse courte sur la première question. Alors, sur la première, moi je peux répondre à un truc simple, c'est que, alors maintenant c'est un peu changé, c'était société de services informatiques, et informatique c'est après service. Et donc en fait, notre boulot, c'est de savoir dialoguer avec ces métiers. Et je dirais, il y a une règle d'or, c'est celui qui a l'or qui fixe les règles. Pour nous, en tout cas, c'est ce que j'essaie d'impliquer dans ma société. Et donc, justement, la valeur ajoutée, c'est que c'est pas toujours facile parce que c'est des mondes différents, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ils se rapprochent et ils connaissent les technos. Mais la valeur ajoutée d'une ESN, c'est justement d'être en mesure de se transformer, d'évoluer, d'être en mesure de travailler avec ces directions métiers et d'accepter que le langage soit différent et de se l'approprier. Ça fait partie de notre travail pour moi. Et sur l'autre question, il y a sur la deuxième, le service achat. Oui, les services achats filtrent et mettent une barrière à l'entrée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a, nous, des écosystèmes. On a fédéré autour d'une initiative qu'on a appelée Better Together, 1500 indépendants, petites structures et start-up qui ont signé une charte éthique et que l'on peut proposer aux grands donneurs d'ordre qui demandent des référencements. Donc je ne sais pas si c'était le sens de votre question, mais malheureusement ou heureusement, heureusement quand on est gros, malheureusement quand on est petit, effectivement, les services achats mettent des barrières et c'est compliqué pour les petites structures d'aller naviguer. Oui. Il y avait une question devant, madame. Hop, on vous avez le micro là, on arrive. Hop, voilà. Merci beaucoup. Oui, bonsoir. Alors moi, je travaille donc dans un CFA. Nous sommes spécialisés donc dans les métiers du numérique et on forme niveau bac à bac plus 5. On a une palette de formation très large et on est en train de s'ouvrir vers ces nouvelles façons de former les développeurs. Donc on est parfaitement en alignement. Et dans le cadre de l'ouverture de ces nouvelles formations, dans le cadre de la grande école du numérique, on se demande comment on va convaincre nos partenaires entreprises de la qualité de ces formations-là, de vraiment l'efficacité de ces développeurs qui sortent de ces formations courtes. On les fait sur 1 an. Voilà, on va lancer ça cette année. Et je me demandais si vous-même, pour inspirer vos clients, vous aviez mis en place des politiques d'embauche de ce type de personnes un petit peu atypiques, justement. Alors, je peux répondre sur le programme effectivement École IA. Encore une fois, on a donc 24 jeunes apprenants qui sont en ce moment même en train de suivre cette formation. Ils sont déjà tous positionnés soit chez nous, soit chez nos partenaires pour les 12 mois de contrat de professionnalisation. Et on n'est vraiment pas inquiet sur la capacité à ce que derrière, ils aient une offre d'embauche pour ceux qui souhaitent rejoindre des grandes structures. Parce qu'effectivement, il y en a qui ont aussi des projets de création d'entreprise déjà bien définis. Donc, il n'y a aucun, et c'est à nous de montrer l'exemple, et je pense que là, effectivement, on se doit d'être exemplaire aussi pour montrer à nos clients que, voilà, on peut sortir des bacs plus 5, on peut sortir de profils un peu
traditionnels, qui encore une fois sont importants, mais on peut aussi amener de la diversité dans les profils, et à nous montrer l'exemple. On le fait, encore une fois, avec tous nos partenaires qui se sont engagés dans ce programme-là. Donc moi, je suis plutôt optimiste sur le fait qu'on va y arriver et que nos clients vont emboîter le pas. Mehdi, on peut même réorienter aussi les Bac+5. On a lancé une initiative l'année dernière à la demande d'un de nos consultants qui nous a demandé si on ne pouvait pas, avec Pôle emploi, essayer de réorienter des profils qui étaient chimistes ou donc avec une formation assez importante, mais pas dans le métier du développement. On en a pris une quinzaine. Et le taux de réussite est de 10 sur 15, donc il est assez fort et assez exceptionnel. Et donc on va essayer d'industrialiser ce process. Le principe, c'est de réaliser des entretiens qui essaient de détecter la capacité de la personne à s'intégrer dans une équipe, à mettre son intelligence au service de la collectivité, à être agile, à être pragmatique. Et s'il a tout ça, lui apprendre à développer, c'est pas vraiment le plus difficile. Donc on considère que c'est ce filtre-là qu'il faut actionner, et non pas le filtre de il est ingénieur ou il n'est pas ingénieur. Mathieu, dans l'univers Martech, sur les formations plus courtes, vous regardez aussi ces profils? Oui, on regarde aussi ces profils. Après, en fait, nous on vend, enfin quand on vend des gens, quand on propose des gens, le CV est jamais le point de référence, mais les projets sont le point de référence. Donc quelqu'un qui a 1 ou 2 ans d'expérience, mais un très beau projet, c'est ça qu'on raconte à un client. Donc un CV dans notre monde, à nous, qui est un peu différent, un CV dans notre monde à nous, il n'y a pas les diplômes, il y a juste l'historique des projets, des clients pour lesquels il a travaillé. Donc le parcours. Et il peut être très court, c'est pas grave, il suffit qu'il y ait un beau projet. Allez, on a le temps pour une toute dernière question. S'il y en a une, monsieur, oui, bonsoir. La dernière, et puis on passera la parole ensuite à la table ronde suivante. Bonsoir, Mathieu Sacrisper, consultant en innovation. J'ai une question notamment pour les ESN par rapport, le marché du travail actuellement change beaucoup en France. Les nouvelles générations ne veulent plus de fidélité, elles veulent changer, elles veulent être indépendantes. C'est un des points qui avait fait que la France a un marché des ESN fort, notamment sur le sujet d'assistance technique. Les entreprises en France n'embauchent peu d'informaticiens internes, prennent leurs développeurs en externe. Entre ça et les évolutions, on va dire, gouvernementales qui tendent un petit peu favoriser la réglementation pour les entreprises, comment voyez-vous justement votre positionnement à demain par rapport à tous ces indépendants qui pourraient aller bosser indirectement pour vos clients et un petit peu vous des intermédiaires? C'est un point important. Pour moi, les freelances ou les indépendants, c'est une autre manière de collaborer avec une ESN. Mais ça ne veut pas dire que le passage par l'ESN est quelque chose qui peut être totalement zappé. Pourquoi? Parce que simplement un talent, quel qu'il soit, que ce soit un freelance, que ce soit un employé, eh bien, il faut qu'il soit formé, il faut qu'il soit dans un collectif, il faut qu'il ait compris la manière de faire un projet, etc. etc. Et c'est là où la valeur ajoutée d'une ESN se pose, c'est-à-dire d'être le garant finalement de la bonne fin d'un projet, de la bonne intermédiation entre un client, son métier et puis les experts du projet. Et c'est en cela que je pense que l'ESN va évoluer, comme on l'a dit tout à l'heure, mais ne va pas complètement être bypassé. Juste pour... faut donner du sens. Je pense que c'est important, quelle que soit la structure, c'est-à-dire effectivement de se dire comment vous allez attirer un talent, une personne dans votre organisation. Donc donner du sens et créer des missions claires. Et puis après, il y a tout l'environnement autour. C'est-à-dire que c'est très bien de travailler sur un projet, mais ensuite, comment vous vous développez, comment vous vous formez, quels sont les projets également d'impact sociétal que vous pouvez proposer aux collaborateurs. Et on le voit bien, les jeunes aujourd'hui, ils sont de plus en plus en attente aussi de cette dimension-là. Et je pense que donc, qu'on soit ESN, qu'on soit fournisseur de plateformes technologiques, etc. C'est ça les dimensions qui sont importantes pour attirer et donner envie à des personnes de rejoindre nos organisations pour contribuer et impacter. Voilà, on peut remercier nos intervenants, à passer la parole à la table ronde suivante.